Bonjour, cette vidéo fait suite à une vidéo sur l'introduction historique à la mécanique quantique qui était destinée à la fois aux élèves de SUP et de SP. Donc celle-ci s'adresse plus spécifiquement aux élèves de maths SP. On va d'abord dire quelques mots sur la fonction d'onde. J'avais un petit peu esquissé le concept dans la vidéo sur l'introduction historique. On verra un peu plus précisément de quoi il s'agit. Les exemples seront vus principalement en exercice. Ensuite, j'énoncerai l'équation de Schrödinger. On verra ce que c'est qu'un état stationnaire en mécanique quantique, donc c'est analogue à une onde stationnaire, mais on verra quelle est la différence subtile entre les deux. On essaiera de rendre l'équation de Schrödinger un petit peu plausible. Dans le paragraphe 2, juste je balancerai l'équation, et puis on regardera ce qu'elle donne dans certains cas particuliers, ou ce qu'elle nous apprend sur les états stationnaires. Mais ici, bon, j'essaierai de la rendre plus raisonnable, plus plausible, même si il ne faut pas vous attendre à quelque chose de très rigoureux. Ensuite, on verra ce que c'est qu'un courant de probabilité, et on discutera, disons, quelque chose qui est assez important du point de vue expérimental, qui est l'effet tunnel, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc, commençons par la fonction d'onde. Donc, vous vous rappelez, en 1926, Schrödinger a introduit ce concept, fonction d'onde. On décrit, mettons qu'on s'intéresse à la position d'une particule, à la position d'un électron, et notre électron, en mécanique quantique, on ne peut pas dire qu'il est en ce point-ci avec 100% de certitude, juste il est par là, et il y a une fonction qui décrit ça. Donc à chaque instant t, on a psi de t qui est une fonction de R3 dans C, et donc qui a un point R, disons, égal x, y, z, associe psi de R et t. Ok, donc en réalité on a une fonction de 4 variables, 3 variables d'espace et une variable temporelle. Et quel lien ça a avec la position de l'électron, de notre particule? Eh bien en fait, à t fixé, donc un instant fixé, module de psi au carré représente, enfin la fonction qui est R associe ça plutôt, c'est une densité de probabilité définie sur R3 ici. C'est plus précisément la densité de probabilité de présence de notre particule. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on se donne, donc on regarde en un point x, y, z, que j'ai appelé R, et puis on pourrait considérer un petit cube infinitésimal. X varie entre x et x plus dx, y entre y et y plus dy, etc. Donc on se donne un petit cube infinitésimal, dont R est l'un des coins, et R plus dr, ça va être le coin opposé. Et la probabilité de trouver notre particule, donc c'est une probabilité qui est infiniment petite, puisque le cube est infiniment petit, la probabilité de trouver notre particule dans ce cube, comme c'est une probabilité qui est infiniment petite, je vais la noter dp. Elle vaut dp égale module de psi de r et t au carré fois dr. d3r, c'est-à-dire dx, dy, dz. Ok, ça on pourrait noter d3r pour faire plus court. Donc ça se passe à l'instant t. Okay. À l'instant t, je regarde dans chaque point de l'espace et je peux me demander est-ce que ma particule est ici, est-ce qu'elle est là, etc. A priori, elle n'est pas ici ou là, mais juste, je peux dire, dans cette région-ci, il y a des probabilités qu'elle y soit, dans cette région-là, il y a des probabilités. Et donc là, la probabilité qu'elle soit dans ce petit cube infinitésimal, c'est module de psi
au point en question, à l'instant t en question, au carré, modulo psi carré, au point en question, à l'instant t en question, fois le volume du cube infinitésimal. Ok, et si vous vous intéressez à une région macroscopique, ce qu'il faut faire, c'est intégrer la densité de probabilité sur cette région macroscopique, ça vous donne la probabilité de trouver la particule dans cette région. Alors, donc là, je l'ai expliqué un peu à 3 dimensions. Bien sûr, très souvent, ce qui va nous intéresser, c'est à une dimension, parce que c'est techniquement plus facile. Et on peut déjà faire plein de choses intéressantes avec. Donc, donc de la même façon, une dimension. J'aurai ici une fonction psi de t qui va de R dans C, okay, qui a x associé psi de xt. Et là, l'application qui a x associé module de psi de xt au carré s'interprète comme la densité de proba à l'instant t de trouver notre particule, par exemple notre électron, entre x et x plus x. Ok. De la même manière, si on voulait calculer la valeur moyenne de x pour cet état psi à l'instant t, la valeur moyenne de x dans l'état psi à l'instant t, ce serait l'intégrale de x fois la densité de probabilité, comme on fait classiquement en probabilité en fait. Hein. On intègre sur tout l'espace. Ok. Bon, ça c'est pas essentiel, mais c'est juste pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire connaissant la densité de probabilité. Mais en réalité, on ne peut pas se limiter à la densité de probabilité. En mécanique quantique, on est obligé de travailler avec la fonction psi. C'est parce qu'on a cette fonction complexe qu'on va avoir le phénomène d'interférence, si vous voulez. Et on sait que c'est ça qu'il faut faire. Ok, donc ça c'est pour la fonction d'onde. Vous voyez aussi une petite subtilité technique. Ces deux fonctions que j'ai écrites là, psi de xt et psi de rt, elles ne sont pas tout à fait homogènes à la même chose, parce que ici, c'est module de psi de rt au carré multiplié par un volume qui est égal à une probabilité, c'est-à-dire à un nombre, donc à quelque chose sans dimension, tandis qu'ici, c'est ce module au carré fois dx, donc fois une longueur qui est égale à un nombre sans dimension. Okay, donc j'avais essayé de passer sous silence ce petit détail technique lors de l'intro historique, mais là, j'insiste dessus. Donc, le point de vue de Schrödinger, c'est que chaque système, aussi compliqué soit-il, va être décrit par une fonction d'onde. Et ensuite, ce dont on a besoin de savoir, c'est comment cette fonction d'onde évolue au cours du temps. Okay, bon, en mécanique classique, si notre système c'était un point matériel, on pouvait se donner... il était décrit par sa position, et ensuite, pour connaître sa position en fonction du temps, on écrivait, par exemple, f égale à ma. Et donc là, on va regarder quelque chose d'un petit peu analogue. Notre système est défini à l'instant t par psi de t, qui est une fonction qu'on appelle la fonction d'onde. Et on veut savoir comment cette fonction d'onde évolue au cours du temps, quelles sont les règles du jeu. Et donc, après un chemin un tout petit peu compliqué, Schrödinger a fini par trouver une équation que je vais maintenant énoncer sans justification, et puis on essaiera de progressivement se familiariser avec et lui donner un peu plus de contenu, avoir un peu plus de recul sur ce qu'elle nous dit. Donc, il y a différentes manières de l'écrire. On va commencer par une équation de Schrödinger pour une fonction d'onde à 3 dimensions et écrite sous forme assez explicite. Donc c'est paragraphe 2, équation de Schrödinger. Donc c'est vraiment l'équation fondamentale de la mécanique quantique. Ok. Donc, alors elle va s'écrire comme ça. Je l'écris, puis j'explique ce que signifie chacun des termes. Donc IH bar d rond psi sur d rond t égale moins H bar carré sur 2m Laplacien psi plus V, disons V de x, y, z, psi. Ok.
Donc psi, c'est la fonction d'onde. Ça peut être la fonction d'onde d'une particule, comme un électron. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus compliqué, ça peut être la fonction d'onde de l'univers. Bon, mais c'est la fonction d'onde de mon système. Si c'est un électron, il y a une subtilité, c'est qu'on néglige le spin dans cette description. Hein. Cette équation-là est valable pour des électrons qui n'auraient pas de spin. Voilà, on suppose ça. Psi, c'est la fonction d'onde. H bar, vous connaissez, c'est la constante de Planck réduite, H sur 2pi. Donc disons 10-34 joules secondes. Delta, c'est le Laplacien. Donc c'est l'opérateur qui consiste à dériver 2 fois par rapport à x, ajouter la dérivée seconde par rapport à y et ajouter la dérivée seconde par rapport à z. Et V, donc, que je vais noter V d'x, y, z, c'est l'énergie potentielle. Je suppose que ma particule ou mon système est soumis à des forces extérieures, si vous voulez, qui dérivent d'une énergie potentielle. Et V, c'est précisément cette énergie potentielle. En mécanique quantique, on a tendance à l'appeler le potentiel. Mais attention, malgré le nom et la notation, il ne faut surtout pas confondre ça avec un potentiel électrique. C'est une énergie potentielle. Ok. Bon, voilà. Pour être plus précis, il aurait fallu mettre ici des rond psi sur des rond t au point x, y, z à l'instant t. Ici, Laplacien psi au point x, y, z à l'instant t. Là aussi, psi d'x, y, z à l'instant t. Mais on le note comme ça pour alléger. Juste pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, on précise quelles sont les variables dont dépend V. Et vous voyez que j'ai supposé ici que le potentiel était indépendant du temps. Ce qui revient à dire que je m'intéresse à un système conservatif. On va considérer uniquement ce cas-là. Donc, ok. Déjà, est-ce qu'on peut simplifier un peu l'équation? Une façon de simplifier, ce serait de se placer à une dimension. À une dimension, qu'est-ce qui change? Il y a juste le Laplacien qui simplifie un petit peu. On va dire que la variable, c'est x. Et donc le delta, ça devient d2 sur dx2. Ok, on a juste une dérivée. Vous pouvez le noter aussi comme ça si vous voulez, mais c'est une dérivée partielle dans le sens où j'ai deux variables x et t, mais disons c'est la seule variable d'espace. Donc je vais le noter avec une dérivée droite. Et donc l'équation de Schrödinger a une dimension. Donc c'est celle-ci qui va vous intéresser pour les exercices. Hein. En général, les problèmes seront à une dimension. I h bar des rond psi sur des rond t égale moins h bar 2 sur 2m d2 psi sur des x2 plus v de x psi. Bien sûr, on suppose que ici v ne dépend que de x. Ok, puisqu'on s'est placé une dimension. Bon voilà, donc ça ce serait l'équation de Schrödinger à une dimension. Ensuite, on va s'intéresser à un certain type particulier de solutions de cette équation de Schrödinger ou de l'autre. On va chercher des solutions qui, en un certain sens, sont indépendantes du temps. Donc, ce qu'on va appeler des états stationnaires. Sauf que vous allez voir, il y a une petite subtilité. Dire qu'elles sont indépendantes du temps, ça veut... Disons, dire que c'est un état stationnaire, ça ne veut pas dire que cette fonction psi ne dépend pas du temps et que cette dérivée partielle vaut 0. Ce sera autre chose qu'on appellera état stationnaire. Donc 3 états stationnaires. États stationnaires. On cherche des solutions qui en un certain sens ne dépendent pas du temps, et elles ne dépendent pas du temps dans le sens où la probabilité de trouver la particule ici ou là
elle ne dépend vraiment pas du temps, elle est constante au cours du temps, c'est dérivé par rapport au temps vaut 0. Et donc, ce qu'on veut en fait, c'est que module de psi carré, module de psi de RT carré, soit vraiment indépendant du temps. Ok, mais psi, par contre, psi peut dépendre de t. Donc, bien sûr, si psi dépend de t, mais que son module n'en dépend pas, c'est qu'en fait, toute la dépendance est cachée dans la phase. Et voilà, c'est ce genre de solution qu'on va avoir. En fait, bon, maintenant que j'ai expliqué un peu intuitivement ce que c'est qu'un état stationnaire, on va donner une définition précise qui sera un peu différente de ce que je viens de dire. On appelle état stationnaire, ou fonction d'onde d'un état stationnaire, une fonction d'onde qui se factorise donc l'état un état stationnaire en mécanique quantique est un état dont la fonction d'onde se factorise en un produit. Donc cette fonction d'onde, je l'appelle psi. Mettons psi de RT si je suis dans le cas général. Psi de RT égale, c'est le produit d'une fonction, disons, ça va ressembler à ce qu'on fait d'habitude avec les ondes stationnaires un petit peu, mais ça va être un peu différent aussi. J'exige que psi de RT, c'est le produit d'une fonction de l'espace uniquement, que je vais noter phi de R, fois une fonction du temps uniquement, que je vais noter g de t. Ok ? Donc là, vous allez me dire, oui, mais c'est exactement ce qu'on avait fait pour les ondes stationnaires. On a dit une onde stationnaire, c'est une onde dont la dépendance spatiale et la dépendance temporelle se découplent, dans le sens où l'amplitude de l'onde s'écrit comme produit d'une fonction de l'espace uniquement fois une fonction du temps uniquement. La grosse subtilité, c'est que pour une onde, quand on parle d'une onde stationnaire, dans le cas d'une onde stationnaire, on exige que l'amplitude réelle admette une telle factorisation. C'est une factorisation sur R, c'est une factorisation comme produit de fonction réelle. Alors qu'ici, psi est une fonction complexe, et ça c'est un complexe, et ça c'est un complexe. Et c'est pas du tout, ça ne revient pas du tout au même. Donc prenons une onde, par exemple, grand A exponentielle I kx moins oméga t. Ça représente une onde progressive qui se propage dans le sens des x croissants. Trivialement, ça se factorise en A kx fois A moins I oméga t. Mais cette factorisation ne montre pas du tout que c'est une onde stationnaire, hein, parce que c'est une factorisation sur C et pas sur R. Ok ? Mais ce n'est pas une factorisation sur R. Et notre onde n'est pas une onde stationnaire. Ok, tandis que en mécanique quantique, pour les fonctions d'onde, dès qu'il y a une telle factorisation sur C, on dira qu'on a un état stationnaire. Et réciproquement, si c'est un état stationnaire, il y a une telle factorisation par définition. Ok. Remarque, si je passe au module au carré, je vois que une telle factorisation s'entraîne une factorisation de la densité de probabilité pour un état stationnaire. Psi de RT ou psi de XT. Donc je prends le module au carré, ça factorise.
en module de phi de r au carré fois gt au carré, module de gt au carré. Ok, donc on voit que la densité de probabilité se factorise en un produit de densité de probabilité. Ok, pour un état stationnaire. Alors, on va voir, à partir de l'équation de Schrödinger, on va voir un petit peu ce qu'ils ont de particulier, ces états stationnaires. Donc, comment s'écrit l'équation de Schrödinger? Pour un état stationnaire. Bon, donc je parle de l'équation de Schrödinger et puis j'injecte cette forme dans l'équation. Donc je réécris l'équation pour mémoire, IH bar de rond psi sur de rond t. Oui, en fait, ok, je vais aussi introduire autre chose. Également, je pars sur 2m Laplacien psi plus v de r psi. Ça, en fait, je vais dire que c'est de la forme, pour me simplifier la vie, je vais dire que c'est de la forme h psi, h de psi si vous voulez, ou qu'on notera h psi, en posant h, l'opérateur, donc c'est un certain opérateur qui agit sur les fonctions. Si vous préférez, c'est un endomorphisme de mon espace de fonction d'onde. Moins h bar sur 2m Laplacien, plus, donc Laplacien c'est un opérateur différentiel, plus l'opérateur qui consiste à multiplier par v de r. Donc cet opérateur-là, je vais noter juste v de r, mais ça veut dire, on prend une fonction psi, on la multiplie par v de r. Ok, donc je note h, ce truc-ci, et ça s'appelle le Hamiltonien. Donc c'est juste pour alléger un peu la notation. Donc l'équation de Schrödinger en général serait écrite comme ça. Ok. Et maintenant, voyons ce que ça nous dit pour un état stationnaire. Donc pour un état de la forme phi de r gt, donc si je remplace psi ici par phi de r gt, de toute façon, ce qui va apparaître, c'est la dérivée de g par rapport au temps. D'accord, phi de r, c'est une constante du point de vue du temps. Donc j'ai IH bar phi de r fois dg sur dt, ou g' de t, si vous voulez. G' de t égale moins h bar 2 sur 2m Laplacien du produit, mais en fait, ça c'est gt fois Laplacien de phi de r, plus, disons, gt phi de r, plus v de r, gt phi de r. Ok, donc on a cette équation-là. On se place dans le cas générique, on suppose qu'on peut diviser par g et phi, donc je vais le faire. Ce que j'essaie de faire, en fait, c'est de séparer les variables. Hein, peut-être que vous avez reconnu la méthode. Donc IH bar g' de t sur gt égale, donc là pour l'instant j'ai divisé par phi g. Ici je divise par phi g aussi, donc je vais avoir 1 sur phi Laplacien phi, moins h bar 2 sur 2m, 1 sur phi Laplacien phi, plus v de r. Ok. Bon, vous pouvez faire le calcul aussi, si vous trouvez que c'est plus facile, vous pouvez le faire juste à une dimension, ça marche exactement pareil, ça allège un peu la notation. Au lieu d'un Laplacien, vous avez la dérivée seconde par rapport à x. Alors, on a réussi à séparer les variables. Ici, on a une fonction de t uniquement. Et là, comme j'ai supposé que mon v ne dépendait pas du temps, on a une fonction de r uniquement. Ok, qu'est-ce que ça nous dit? En réalité, on travaille avec des fonctions de ces 4 variables indépendantes, x, y, z, t, mais notre équation, c'est l'égalité entre une fonction de t uniquement et une fonction de r uniquement. Ça veut dire que si à r fixé, je change le t, j'obtiens toujours la même chose. Donc ceci est une constante,
et de même, cela est une constante. En fait, chacun des membres est égal à la même constante. Cette constante, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler E ou moins E ou quelque chose comme ça. Alors, il faut que je réfléchisse. Je vais l'appeler E, je crois. Oui, je l'appelle E. Donc, notons E, cette constante. Notons E, la constante, égale à chaque membre. Et en particulier, si je regarde le monde de gauche, c'est IH bar G' de T sur GT qui est égal à E. Et ça, c'est une bête équation différentielle ordinaire du premier ordre à coefficient constant que vous savez résoudre depuis le début de la SUP. Donc, on peut la réécrire comme ça aussi si on préfère. 1 sur IH bar ou encore moins I sur H bar. G' de T égale moins I sur H bar fois E multiplié par GT. D'accord, G' de T égale une constante fois GT. On sait que les solutions, c'est de la forme, c'est une constante fois exponentielle de ce truc-là fois T. Donc GT, c'est de la forme, disons une constante qu'on va voir dans un... Ok. Une constante fois exponentielle de moins I ET sur H bar. Ok, et cette constante, qu'est-ce qu'elle vaut? Si je regarde en T égale 0, je vois qu'elle vaut G de 0. Donc, on a calculé la dépendance temporelle d'un état stationnaire. C'est forcément la forme GT égale une constante fois exponentielle moins IET sur H bar. D'une part. Et d'autre part, on voit l'équation à laquelle satisfait phi. Phi vérifie. Disons, si je reviens à... Je peux reprendre cette équation-ci, disons, ça c'est égal à E, ça c'est égal à E, donc j'écris que le membre de droite est égal à E, je multiplie tout par phi. Phi vérifie l'équation moins h bar carré sur 2m Laplacien phi plus v de r, disons, fois phi égale E phi, ou encore, en réécrivant le Laplacien, comme on a fait tout à l'heure, Laplacien appliqué à phi égale E fois phi. Okay, donc ça, c'est un opérateur appliqué à la fonction phi, ça, c'est un nombre que multiplie la fonction phi. Donc, si vous pensez à votre cours d'algèbre linéaire, ça vous dit exactement que phi est un vecteur propre du hamiltonien associé à la valeur propre E. Ok, alors c'est un petit peu compliqué, donc je propose d'admettre une partie des choses, mais en réalité, le hamiltonien disons, j'expliquerai en partie tout à l'heure pourquoi c'est vrai, mais le hamiltonien, c'est une fonction qui était déjà, disons, ça c'est l'hamiltonien mécanique quantique, mais en mécanique classique, les gens avaient déjà introduit des choses qu'ils appelaient hamiltonien longtemps auparavant, et le hamiltonien, si vous voulez, c'est la fonction qui vous calcule l'énergie. Ce terme-ci, c'est une sorte de terme d'énergie cinétique, celui-là, c'est une terme d'énergie potentielle, et la somme des deux, c'est l'énergie mécanique, si vous voulez, l'énergie. Donc, le hamiltonien, c'est la fonction qui calcule l'énergie, et en fait, le E, là, la valeur propre qu'on trouve, c'est un résultat pour une mesure de l'énergie. Donc H est la fonction qui calcule les énergies. E, c'est clair que c'est homogène à une énergie, puisque ET sur H bar est sans dimension. Vous savez qu'H bar, c'est en joule fois seconde. Okay, donc c'est, si on réfléchit un peu, on voit qu'il faut l'identifier avec l'énergie de l'état stationnaire considéré. Donc,
on vient de voir, même si je n'ai pas tout justifié, on vient de voir que tout état stationnaire avait une énergie bien définie. Alors peut-être que ça ne vous surprend pas du tout, mais en fait, si, c'est pas si trivial que ça, parce qu'en mécanique quantique, il y a des états dont l'énergie n'est pas bien définie. Il y a des états pour lesquels, si vous faites une mesure d'énergie, vous allez trouver l'énergie E1 avec, mettons, 25% de chance, l'énergie E2 avec 10% de chance, etc. Bon, mais ces états-là, ce ne sont pas des états stationnaires, ça va être des combinaisons linéaires d'états stationnaires, mais ce ne seront pas des états stationnaires. Un état stationnaire, on vient de voir que la propriété d'avoir une énergie bien définie, et en reprenant essentiellement le calcul à l'envers, je ne vais pas faire les détails, mais en refaisant un peu le calcul à l'envers, on prouve la réciproque. Réciproquement, si psi est un état dont l'énergie est bien définie, c'est-à-dire si vous faites une mesure d'énergie, ça vous donne toujours la même valeur, ça vous donne toujours E, alors psi est un état stationnaire. Donc, état stationnaire, c'est la même chose que état dont l'énergie est bien définie, au sens où une mesure vous donne toujours la même valeur. Okay, cette valeur, c'est la valeur propre du Hamiltonien, disons, associée au vecteur propre psi. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, et on se retrouve dans quelques instants dans la seconde partie pour les paragraphes 4, 5 et 6.